avec cette danse contemporaine que nous ouvrons cette émission et nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau deux dames passionnées de culture. À ma gauche, Madame Zab Mabungu, directrice générale et artistique de la compagnie Zab Mabungu, compagnie danse Nyata Nyata, chorégraphe, interprète et professeur de philosophie. Bienvenue sur le plateau de ces midis. On est très heureux. On est très heureux et content de vous recevoir à cette tribune. Et à ma droite, nous avons donc Madame Doina Balzer, directrice fondatrice du festival Mondo Carnaval. Merci encore d'être là. Vous êtes à votre première participation. Bienvenue. Merci à vous. Mondo Carnaval à Québec. Et voilà, j'en suis bien encadrée par deux grandes dames. Avec vous, nous parlons culture. Avec vous, nous parlons donc du Massa, de votre participation. Alors, en ce qui vous concerne, Madame Zab Mabungu, il faut dire que le Massa n'a aucun secret pour vous. Vous avez d'ailleurs de très, très grands liens avec le Massa. Et quelques années plus tard, vous revenez. Quels sont les sentiments qui vous animent? Ah, tout à fait. Bien, évidemment, la première réaction, c'est de dire « voyons voir » ce qu'il en est aujourd'hui, puisque je l'ai connu à ses débuts et activement participé à ses débuts. Et donc, le grand espoir, c'est de voir que les choses reprennent, en fait, à un certain rythme et qu'on va pouvoir se projeter dans le futur avec le Massa. Et en tant que professeur de philosophie, cette question, j'ai bien envie de vous la poser. C'est vrai, les objectifs généraux du Massa, on les connaît un tout petit peu. Mais sur le plan philosophique, quelle explication pouvez-vous donner donc à ce concept-là? Bien, le Massa a commencé avec l'idée de démarrer quelque chose, de faire en sorte qu'on professionnalise les artistes, qu'on encourage la création et qu'en même temps, ils puissent se vendre. C'était vraiment l'idée. Mais l'idée de professionnalisation est importante parce que sans ça, ni l'un, ni le premier, ni le deuxième ne peuvent véritablement se réaliser. Donc, autour de ça, il y a quand même tout un travail de réflexion et de capacité qu'on doit avoir de se projeter dans l'avenir, de réfléchir aux enjeux mondiaux de la culture, en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est fort, quand même, des enjeux mondiaux. Ben oui. Et l'Afrique est très jeune. C'est un continent jeune qui dispose d'une vitalité, d'une capacité de création incroyable. Il faut absolument soutenir tous ces jeunes-là, les rendre aptes à aborder justement cette mondialité, je l'appellerais comme ça, sans nécessairement perdre pied. Parce que la mondialité, vous savez, c'est un beau mot, mais tant qu'on n'est pas véritablement impliqué dans l'action de l'ouverture, dans le travail artistique, on ne comprend pas complètement ce que c'est. Donc, vive les artistes, c'est aux artistes de faire ce travail. Alors, on va échanger à présent avec Doina Balzer. Mondo Carnaval à Québec, c'est vraiment quelque chose d'unique et d'exceptionnel. Et c'est votre première participation au Massa. À quoi doit s'attendre le public, je dirais, panafricain? Absolument, c'est notre première participation au Massa. Ce fut des découvertes fabuleuses, des trésors de différentes cultures, différentes traditions. Pour nous, Mondo Carnaval veut dire instaurer des liens de collaboration, des partenariats, des échanges avec la Côte d'Ivoire. Donc pour cette édition, nous espérons avoir deux groupes de la Côte d'Ivoire, les femmes battantes, donc des femmes au tambour, et le groupe Bella Mondo, qui est un groupe qui a des racines ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Donc les femmes battantes, nous aimerions les mettre en contact avec un groupe de Goka, un groupe qui viendra de la Guadeloupe, pour faire des liens aussi avec la Guadeloupe. Alors, merci beaucoup. On parle aussi de Dreddy Group Haïti. C'est un groupe donc, qui accompagne Doina Balzer, qui vous accompagne. De même pour Vibi, qui est un groupe camerounais aussi. Voilà, donc ces groupes ont été sur scène hier et avant-hier. Et en ce qui concerne demain,
à l'Institut français. On va donc retrouver la compagnie danse Nyata Nyata. J'adore Nyata Nyata, ça fait que ça sonne quand même un peu. C'est ça que ça veut dire. Ça sonne un peu ivoirien, Nyata Nyata. Donc sur scène, demain, jeudi, à partir de 15h, voilà, à l'Institut français, eh bien, nous avons donc la possibilité de découvrir toutes ces troupes qui nous viennent de l'international. Il ne faut pas bouder son plaisir, il faut effectuer le déplacement. En tout cas, nous, on est fiers. J'ai envie de vous dire, Akouaba, bienvenue sur la terre ivoirienne. Et je me disais, est-ce que vous savez que vous avez un air de Michael Jean et dit partout je passe, on me le dit et on me demande des fois si je suis Michael Jean. En tout cas, on a été très très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi de même, merci infiniment et bon spectacle, bon massa. Voilà, on va les raccompagner donc toujours avec des applaudissements. Restons dans la même dynamique du massa et retrouvons à présent Priscilla Desgameuses. Nous faisons aujourd'hui une entorse à la règle. Eh bien, l'émission ne va pas se passer comme d'habitude. Priscilla Desgameuses s'apprête. Elle est déjà prête d'ailleurs. On la retrouve tout de suite, toujours aux couleurs du massa. Toujours. Alors, Caroline, en ce moment, tout le monde respire massa, tout le monde vit massa. On aime aller au massa pour découvrir ou soit acheter des choses. Mais est-ce qu'il y en a qui connaissent véritablement la définition du massa? Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Anslo Ganslo. Ans quoi? Anslo Ganslo. Ok. Vous faites quoi dans la vie? Chanteur. Ah, super. Alors, vous êtes au massa, ça se passe bien? Oh oui. Est-ce que vous pouvez nous donner la définition du massa? Marché africain de spectacle des arts. Aujourd'hui, c'est marché africain spectacle Abidjan. Comment on vous appelle? Abdul Kader. Définition du massa. Le marché des arts, du spectacle et la scène africain. Marché des arts, du spectacle d'Abidjan. Marché des arts. Spectacle africain mais Abidjan, les deux. Le massa, le massa. Bon, je pense que c'est la maison de l'art. La maison. Maison des ateliers. Le S. Maison des ateliers. Le S, m'échappe. Satellitaire. Satellitaire. Maison des ateliers. Maison des ateliers satellitaires de l'art. Massa, marché des arts, des spectacles africains. C'est sûr. Il n'y a pas artisanal dedans? J'ai oublié. Oui, c'est vrai. Donc reprenez. Le massa, marché des arts et des spectacles artisanaux africains. Je pense bien. SS là. Oh, j'ai oublié. Non, c'est pas spécialiste. Bon, dites le dernier A là. Comme ça, le S là, il vous montre. Africaine. Africaine. Donc marché. Des arts. Spectaculaire. Spectaculaire. Africaine. Ah, d'accord. Donc répétez. Le marché des arts spectaculaires africaines. Comment on vous appelle? Je suis franco-assé à l'état civil, mais on me connaît plus le surnom de Ami des Stars. Ami des Stars. Ami des Stars. Ah d'accord, Ami des Stars. Vous faites quoi dans la vie? Je suis manager d'artistes, infographe, photographe et Ce qui est grave. tout ce qui est graphe. La définition du massa. Massa, c'est... En fait, j'ai oublié, cherche. Moi, je viens de Dabakala. Vous avez quitté Dabakala. Uniquement pour ça, rien que pour venir voir à quoi ça ressemble. Est-ce que vous connaissez la définition du massa? Pourquoi ne pas connaître la définition? Du moment où il a effectué le déplacement, je pense que le massa, c'est le marché des arts et des spectacles d'Abidjan. Vous êtes sûr? Ouais, pourquoi pas? Sûr? Oui, parce que ça me tient à cœur. Comment on dit? On vous salue, on vous aime. Oui, Charles. Oui, Charles, ça va? Oui, Charles. Ouais. Toi, c'est quand ça vous fait ta grandeur, oui, Charles, là, tu es premier. Quand tu es devenu parler, si tu n'as pas parlé. Voilà. Alors. Pardon? Oui, marché des arts spectaculaire. Oui, spectaculaire, satellitaire. J'ai quand même bien aimé la réponse de l'Ami des Stars.
L'ami des stars, n'est-ce pas? Ouais. Et l'autre qui nous a montré qu'il n'est pas venu de Dabakala pour rien. Voilà. Donc nous, on est à Abidjan ici, là, on ne connaît pas la définition. Voici quelqu'un qui a quitté Dabakala. Le nom même est long comme ça, mais il a retenu. Alors, c'est le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Avant, c'était africain. Aujourd'hui, c'est Abidjan. Et nous sommes à la 25e édition. Voilà. La 10e La 10e édition. Nous en sommes, 25 ans, ça fait 25 ans que ça pardon, existe. Il y a eu un moment de pause et nous en sommes à la 10e édition. Merci beaucoup. On applaudit très très fort Christy, la dégameuse. Je lutte pour retrouver la vue que j'ai perdue en plein examen et c'est un sujet qui sonne triste dans notre esprit. Nous aurons donc l'occasion d'écouter et d'entendre le témoignage de ce monsieur. Son nom à l'état civil, Georges Kwasi Ngoran, que je vous demande de recevoir sous vos ovations. Merci beaucoup. Et voilà Kwasi Georges Ngoran est donc étudiant en 7e année de médecine à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il fait partie donc de la 40e promotion de la faculté de médecine. Eh bien, tous ceux qui font partie, tous les médecins qui font partie de cette promotion, eh bien, nous vous saluons et cette émission, on vous l'a dédie. Ngoran Kwasi, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. On est très très heureux de vous accueillir. Et on est pressé aussi de recevoir votre témoignage. Moi aussi, très heureux aussi de participer à cette émission. Est-ce que vous nous suivez de temps en temps? Très, très souvent. Très, très souvent. Ça nous rassure. Merci en tout cas de nous suivre et merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je reprends donc le thème. Je lutte pour retrouver la vue que j'ai perdue en plein examen. Tout de suite, le commentaire et l'analyse de Dr Philo. Vous luttez pour retrouver la vue que vous avez perdue en pleine composition. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est qu'il y a beaucoup de personnes à la maison qui disent ça, c'est sorcellerie qui est là. Quand pendant que tu es en train de composer, c'est là que tu perds la vue. C'est pas la sorcellerie. Il y a des étudiants ici, ça vous arrive souvent. Moi-même, je suis venu Massa là. Quand j'ai habillé, quand on est venu au Massa, on ne m'a pas programmé. Ça fait comme 4 jours, on ne m'a pas programmé. C'est la sorcellerie. Les sorciers nous suivent partout. Ça arrive, ils nous suivent. Ils nous suivent partout, mais... Non, mais attends, il faut parler sérieusement. J'ai dit que souvent, Dieu... C'est-à-dire le sorcier, mais c'est parce qu'il a gâté son nom. Souvent, ça peut ne pas être la sorcellerie. Dieu, mais c'est Dieu qui a créé le sorcier. Donc, même si ça arrive, peut-être c'est l'œuvre de Dieu, il faut le dire. Et il dit que souvent, Dieu, même quand on vient sur la terre, tout est déjà écrit. Ouais. Philosophiquement parlant, tout est déjà écrit. Moi, c'est-à-dire, vous, quand vous... C'est-à-dire, le jour où vous êtes né, Dieu a dit, vous devez dire au moins 8 679 mots. Le jour où les mots là finissent là, vous devenez bobo. Ça, c'est... Ouais. Je prie toujours Dieu pour ne pas que mes mots là finissent sur le plateau de Saint-Midi. Ça sera un vilain jour que je suis en train de faire ma chronique. Alors mesdames et messieurs, voilà le temps, c'est la bobo. Ouais, ça sera vilain. Je prie toujours Dieu. Et je dis que les yeux, vous avez dit la vue, ouais, ça fait rien, ça fait rien. Et vous luttez, c'est ça. Comment vous pouvez lui dire que ça fait rien? Non, mais je veux dire que c'est spirituellement parce que c'est l'œuvre de Dieu, quoi. Et Dieu, peut-être c'était le passage obligé. Voilà, peut-être que vous voulez atteindre votre objectif. Dieu a dit, lui là, il faut que je lui arrache la vue pour qu'il puisse atteindre ses objectifs. Il y en a qui sont là même, ils sont là même, ils voient, Dieu là, gros, il a rien. Il ne faut pas jouer avec les yeux. Quand ça me fait mal, et vous direz que ça vous fait mal, mais vous êtes optimiste. Mais ça me fait mal quand je vois nos jeunes filles dans les marchés assis. On ne joue pas les yeux. On joue pas. Comment tu peux prendre l'antille qu'on a fait en science là, tu mets ça dans tes yeux. Tu es assis au marché, tu donnes l'argent à ta camarade femme, elle prend aiguille, les boutons, elle a train piqué dans tes yeux. On ne joue pas avec. Et puis tu es content parce que tu vas le faire. Non. Moi je dis, ne perdez pas espoir. Comme on le dit toujours ici, vous avez perdu la vue, vous n'avez pas perdu la vie, vous allez atteindre votre objectif. Et je dis peut-être que c'était le passage obligé. Merci infiniment, Dr Philo. Question micro-trottoir, vous est-il déjà arrivé un incident en plein examen? Écoutons ces éléments de réponse. Il était toujours prêt à l'examen, il me préparait toujours pendant les compos pour aller composer. Donc là, je prenais toutes les précautions et les dispositions pour ne pas avoir un incident. Je n'ai jamais eu un incident en pleine composition. Mais c'est mon fils qui a eu ça, il n'a pas pu composer en passant en 6e. Il a eu problème de tête. Il m'a fait d'étudier à la maison, réfléchir. Moi-même, je mettais les pressions, tout ça là. Ça fait qu'en ce moment, ça l'a fatigué. Il n'a pas pu composer même. Je n'ai jamais eu ça parce que je me sens toujours à l'aise quand je suis en face des épreuves.
À chaque épreuve, je suis à l'aise et je compose aisément. Et les épreuves se passent en bonnes conditions. Il n'y a jamais eu d'incident en pleine composition. Voici Georges. Et il faut dire que vous faites partie de la 40e promotion de médecine, je reviens là-dessus, de la faculté de médecine. Et vous avez été un élève très très brillant. Vous avez eu un parcours, je dirais, très éloquent. Premier cycle, major de la promotion, déjà en primaire. Hein. Vous avez été major de votre promotion. Au premier cycle, au second cycle, pareil. Et vous décidez de vous inscrire en faculté de médecine. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Non, c'est ça. C'est bien cela. C'est bien ça. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Y avait-il un handicap qui vous empêchait d'être le meilleur, même si cela n'a pas réussi à vous empêcher, puisque vous avez été premier de classe, vous avez été major de promotion. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant votre cursus scolaire? Bon, pendant mon cursus scolaire, il faut dire que je suis né avec des cataractes congénitales. Bon, j'ai été opéré pendant que l'âge de nourrisson. Le soin s'est bien passé et puis 3 ans après, bon, j'ai eu un accident au niveau de l'œil gauche. Un accident perforant, c'est que je jouais avec mon frère et j'ai heurté la poignée de la porte lorsqu'il fermait la porte. Donc j'ai été opéré encore au niveau de l'œil gauche, mais je n'ai pas pu récupérer l'œil. Bon, avec le seul œil là que j'ai embrassé l'école primaire, bon, j'ai été major. J'ai eu l'entrée en 6e, puis je suis allé au collège. Avant d'aller plus loin, nous avons la chance d'avoir un étudiant en 7e année de médecine sur ce plateau. Donc nous allons chercher à en savoir un peu plus sur la cataracte congénitale. C'est quoi exactement et est-ce qu'il y a des signes annonciateurs pour que ceux qui nous suivent puissent en être imprégnés et informés? Bon, la cataracte congénitale, c'est que c'est une affection qui vient avant la naissance, pendant le développement du fœtus. Voilà, la cause peut être due à la rubéole. La rubéole, c'est un virus qui donne la rubéole. Et la mère peut être en contact avec ce virus-là et l'enfant peut, pendant son développement, être affecté par ce virus. Voilà, puis ça va affecter au niveau de ses yeux la cataracte. Mais ça peut être aussi dû à un problème de nutrition au niveau de la mère. La mère ne peut pas bien se nourrir et ça peut affecter l'enfant dans son développement. La mère aussi peut avoir une baisse d'immunité due à une infection qui peut faire qu'au niveau du développement de l'enfant, bon, il peut avoir des problèmes au niveau de ses yeux. Voilà. Et vous nous avez parlé d'opération. À quel âge avez-vous été opéré? Bon, selon mes connaissances, j'ai marché à 7 mois. Et là, je voyais. Je pense que c'est pendant de 0 à 7 mois que j'ai été opéré. En tant que médecin, j'ai envie de dire, est-ce que c'est logique de pouvoir opérer un nourrisson des yeux? Bon, nourrisson des yeux, bon, puisque le nourrisson, il est en développement. Il est en développement jusqu'à 2 ans. Bon, là, c'est de 0 à 2 ans. Il est en développement. Lorsqu'on opère, bon, les yeux continue de se développer. Or, s'il y a une cicatrice opérationnelle, les yeux vont se développer en fonction de la cicatrice. Et c'est mon cas, lorsque je me fais consulter, on dit que ma pupille a ascensionné. La pupille est ascensionnée, donc il s'est développé sur la cicatrice. Sur la cicatrice, donc c'est le pouvoir, j'ai besoin, il me faut plus d'efforts pour voir, donc la rétine a commencé à souffrir. Avec l'effort du travail. Cette souffrance intervient logiquement, je veux dire, après l'accident, parce qu'il y a eu l'opération, il y a eu l'étape de l'opération, et il y a eu aussi l'accident. Vous avez cogné la poignée de la porte. Oui. Bon, ça, c'est au niveau de l'œil gauche. Bon, ça, c'est que l'œil droit a supporté le déficit au niveau de l'œil gauche. Donc ce poids-là, lui seul, il l'a fait, il a supporté. Donc lui seul, comme si il s'est mis à la place de 2 yeux pour voir. Donc il a fait plus d'efforts par rapport à celui qui aurait ses 2 yeux. Donc plus d'efforts pour voir et puis pour faire d'autres activités. Est-ce que les traitements étaient réguliers? Est-ce qu'il y avait un réel suivi médical à ce niveau-là?
Oui, bon, depuis mon enfance, bon, je me faisais consulter. Je partais régulièrement à mes visites. Donc, il faut dire que j'ai commencé à porter les verres à partir de la classe terminale. D'accord. Je faisais mes visites néanmoins, je partais voir, bon, j'étais à 10/10 depuis le primaire jusqu'à la terminale. Pas la terminale que mon président a précisé des verres, mais j'étais une correction à 10/10. Voilà, donc je faisais mes visites normalement. Bon, on ne m'a pas signalé aussi qu'il y a un problème de cécité à long terme. Les médecins n'ont pas vu cela venir. Ils n'ont pas vu cela venir. Et comment est-ce que vous allez apprendre que vous risquez la cécité? Bon, là, maintenant, c'est lorsque j'ai embrassé la carrière médicale. J'ai fait la première année, deuxième année, jusqu'à la sixième année. Bon, là, j'ai commencé à avoir senti que j'ai commencé une baisse d'acuité visuelle. Donc, je me suis fait consulter. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème de prendre les médicaments, de changer mes verres. Bon, ce que j'ai fait. Et ça arrive en septième année. Mais vous-même, est-ce qu'à votre niveau, vous essayez quand même de pousser la réflexion et les recherches plus loin, puisque vous êtes étudiant en médecine? Est-ce que vous vous documentez au maximum sur cette maladie? Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, je me suis documenté. Bon, à mon niveau, ce que je pouvais faire, bon, je prenais des compléments alimentaires. Quand je prends des compléments alimentaires, lorsque je suis peut-être à 8/10e, ça monte à 10. Quand je vais faire ma consultation, je vois que ma vie s'est améliorée avec les lunettes. Donc, c'est comme ça que je faisais. Jusqu'à ce que bon, j'arrive en 7e année. Il faut dire que là aussi, il faut dire que c'est toute la médecine que tu résumes en une seule année. Donc, l'effort des études de la bourse est vraiment accentué. J'ai commencé à bosser. Bon, je voyais que mon acuité bien baissait. Mais là aussi, je faisais des visites. Et j'ai dû changer mes lunettes plus de 4 fois en une année. Bon, on n'a pas signalé que j'ai un problème de cécité à long terme. Bon, là maintenant, on doit présenter l'examen des cliniques. Je vais composer, j'arrive à la compo, je vois que séance tenante, mon acuité commence à baisser pendant que j'examinais le malade. Et les professeurs ont vu que je commençais à tituber un peu devant le malade, ont vu que le petit il a un problème. Ils m'ont dit de continuer, puisque c'est un ami, il faut que je termine. Là, je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus lire. Je ne pouvais plus écrire, je ne pouvais plus lire. Et bon, ils m'ont dit, bon, il faut terminer ton examen quand même. Bon, ce que j'ai pu faire... Et comment est-ce que vous terminez l'examen, en faisant quoi? Bon, je vais finir d'examiner, il fallait rédiger. Ce que j'ai comme information, il fallait rédiger ça selon un tableau qu'on appelle observation médicale du malade. Donc, il fallait que je rédige depuis le commencement jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion. C'est l'examen des cliniques. Mais je veux dire, en ce moment-là, c'est vrai que l'acuité visuelle baisse considérablement, mais vous ne perdez pas totalement la vue sur le champ. Non. D'accord. Donc, j'ai pu faire ce que j'ai pu. Bon, j'ai présenté mon travail. Ils ont vu qu'il y avait des lacunes. Donnez un peu de la voix, s'il vous plaît. Ils ont dit qu'il y avait des lacunes dans mon travail. Bon, on me dit que, bon, c'est que tu as un problème, donc il faut... Ils vont poser mon problème au niveau du décanat. C'est l'administration de la faculté. Donc, ils ont posé le problème, ils m'ont convoqué pour dire que, voici, tu as un problème, il faut qu'on voit si vraiment tu as un problème de vue. Donc, on m'a adressé un professeur des rangs universitaires qui m'a examiné et qui a accès le diagnostic. C'était censé un rapport que j'ai adressé au décanat. Et là, c'était dit que je suis en état de quasi-cécité légale. Il fallait que je fasse le braille pour parachever mes études médicales. Ça a été fait ou pas? Bon, j'ai fait le braille, mais pour parachever les études médicales, il faut dire que au niveau de la médecine, il n'y a pas une postulat qui permet à un étudiant en cours de formation ayant la nécessité de terminer ses études. C'est là que véritablement je suis resté en 7e année. Et là, au niveau de ma situation de vue,
Bon, j'ai essayé de pousser pour voir comment je peux faire pour que ça reprenne. Bon, j'ai pris les médicaments. Bon, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Quand ça monte, ça va qu'à 2 dixièmes. Puis j'étais à 1 dixième selon le diagnostic du professeur. J'étais à 1 dixième. Bon, 1 dixième, c'est le cas de malvoyance. Donc, quand je prends les médicaments, ça monte à 2. Bon, 2, c'est toujours le cas de malvoyance. C'est chiffré entre 4 dixièmes et 1 dixième. La malvoyance, 4 dixièmes et 1 dixième. Donc, c'était le cas de malvoyance. Donc là, je ne pouvais pas aller dire que je vais reprendre mes études pour composer. On y reviendra. Mais ce que je veux savoir, c'est que vous avez fait de brillantes études et vous allez en médecine, vous êtes pratiquement à la fin de vos études. Vous êtes forcément l'espoir de toute une famille. Comment est-ce que votre famille accueille cette mauvaise nouvelle? Bon, quand je suis allé, quand j'ai échoué, j'ai dit, ah, voici pourquoi ça n'a pas marché. Bon, ça a été un choc, hein, vraiment. C'était un choc. Maintenant, quand le diagnostic est... Tout le monde attendait. Moi-même, j'attendais le diagnostic. Quand le diagnostic est tombé, quand il a pu avoir le problème véritablement, là, c'était véritablement un choc véritable. La famille était un désespoir véritable, puisque, bon, j'y arrivais jusqu'à un pas pour terminer, pour être sanctionné par un doctorat. Puis, bon, voilà. Bon, la famille n'a pas vraiment pris ça à cœur, quoi. Et vous-même, bon, les premiers mois, bon, c'était difficile. Je sais que c'était dur, c'était douloureux, difficile à tenir. Oui, c'était très difficile parce que, bon, j'ai pris un choc psychologique, on le dit. Choc psychologique puisque j'étais en promotion avec des amis qui ont terminé. Moi, je suis resté là, c'est un choc psychologique. Et puis, je vois que bon, j'ai une malvoyance. Ce que je pouvais faire avant, je ne peux plus le faire. Et là, c'était difficile. Il fallait surmonter cette situation-là. Donc, il fallait prendre... Avec quel moyen? Bon, avec quel moyen vous quoi, arrivez à surmonter le problème? Moi, ce sont des encouragements des camarades. Non, il faut tenir, ce n'est pas une fatalité. Bon, tu peux t'en sortir. C'est pas tout le monde, tu n'es pas le seul. Avec ces paroles-là, bon, j'ai pu m'encourager moi-même pour dire que non, mais si je ne vois pas, c'est pas dire que je suis mort, puisque j'ai d'autres sens, je peux les utiliser pour être efficace, pour être important, pour être utile. Voilà. Donc, c'est cette mentalité-là que j'ai développée au fur et à mesure qui a fait que bon, j'ai pu surmonter cette situation. Et vous prétendez lutter pour retrouver la vue ou pour recouvrer la vue. Je veux dire, qu'est-ce que vous mettez en place? Quels sont les moyens dont vous disposez? Et à la suite du diagnostic des médecins, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Bon, je peux dire qu'il y a de l'espoir. 2 questions en une. Hein? Voilà, je peux dire qu'il y a de l'espoir, puisque j'ai fait l'expérience des antioxydants. Ce sont des vitamines, je peux m'exprimer ainsi, des alicaments. Quand tu prends, ce n'est pas ce que ça fait, mais ça permet à la vue de s'améliorer. Bon, ce que je sais sur les antioxydants, ils luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont des déchets au niveau des aliments qui peuvent agresser la rétine. Donc, quand je prends ces antioxydants-là, ma vue s'améliore. Mais il faut dire que j'ai un problème de défaut de cristallin. Donc, il faut dire que le soleil, l'environnement agresse aussi mes yeux. Donc, c'est pas... L'effet des antioxydants est très minime, mais c'est à long terme que tu vois l'effet. Donc, j'ai eu cette expérience-là. Donc, je me suis dit que si ces produits-là peuvent retarder la dégénérescence que j'ai, alors je pense qu'il y a un espoir pour plus pousser. Si on pousse, on peut rattraper quelque chose. On peut rattraper quelque chose, peut-être stabiliser afin que je sois autonome. Avant de lui redonner la parole, nous allons partir pour le quiz C'est midi. Le temps pour nous de faire gagner de l'argent à nos téléspectateurs. Quel chroniqueur a animé l'émission C'est midi d'hier?
l'émission du 13 mars. Alors, réponse A, Jessica Bomba. Réponse B, Jean-Michel Onin. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Je reprends donc la question. Quel chroniqueur a animé l'émission C'est midi d'hier? Donc c'est midi du 13, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission. Alors réponse A, Jessica Bomba. Réponse B, Jean-Michel Onin. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et voilà. Est-ce qu'il y a certains parmi vous qui ont déjà participé au jeu? Jamais. Ça ne vous tente pas de gagner 100 000 francs? Non? Non, pas du tout. Vous voulez que je vous remette 100 000 francs maintenant, là? Ah, c'est trop facile, hein? C'est quand même trop facile. Jouez tout simplement. En tout cas, merci à vous d'être là. On aura l'occasion de saluer notre public. Donc, on retourne donc à vous. On était donc à quel niveau avant la pub? On voulait l'espoir. Tout à fait. Ah, ça se voit que vous avez gardé espoir. N'est-ce pas? D'accord. Ok, j'ai gardé espoir. Bon, moi, je pense qu'il y a une possibilité. Bon, sur la base de ma foi, je crois que j'ai une possibilité parce que la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Tout à fait. Donc, je crois que dans d'autres cieux, on peut effectivement faire action pour que je puisse au moins être autonome en gagnant un peu en acuité visuelle. Est-ce que cela voudrait dire que scientifiquement parlant, médicalement parlant, il n'y a plus rien à espérer, il n'y a plus rien à faire? Médicalement, il y a quelque chose à espérer. Bon, scientifiquement, voici le mal, j'ai deux problèmes. Au de l'œil, j'ai une problème de cornée, j'ai une dystrophie cornéenne. Là, la cornée, il y a un espoir pour la cornée. Bon, on fait des greffes de cornée. Ça se fait. Même en Côte d'Ivoire, ça s'est fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, cornée, tout ça, la terre à terre? Parce qu'on a des guérisseurs qui nous suivent. Peut-être que cette terre à terre vont comprendre pour vous aider. Dyscornée, ça veut dire. Dystrophie cornéenne, bon, c'est un problème de nutrition au niveau de l'œil. Bon, l'œil est alimenté. Il faut que le sang, quand le sang vient au niveau de l'œil, les éléments nutritifs pour nourrir l'œil. Donc, il y a un problème au niveau vasculaire. Donc, c'est que la nourriture n'arrive pas en quantité. L'oxygène aussi, tout ça, ça fait que la cornée change de forme. Change de forme. La cornée, c'est le blanc de l'œil, là. Change de forme. Donc, au niveau thérapeutique, on enlève et on fait une greffe. On fait une greffe de cornée. Voilà. Maintenant, il y a un problème au niveau de la rétine. La rétine qui permet à l'œil de voir. Il y a ce qu'on appelle la macula, c'est pour la vision précise, et la vision globale. Donc tout cela, chez moi, la vision, ça a commencé par la vision globale, c'est que ça a commencé à se dégénérer jusqu'à ce que ça touche la vision précise. Et là, au niveau de cette partie de l'œil-là, soit on peut faire des traitements au laser, c'est chirurgical, et qu'il y a des lésions dues à la fatigue ou bien dues à une agression au niveau des radicaux libres, comme j'ai expliqué tantôt. Voilà. Donc, le nez peut souffrir, soit peut-être il a été mal nourri, mal alimenté, ou du fait qu'il est fatigué, il est lésé, il est blessé. Donc, on fait un laser pour enlever les lésions. Et le résidu de rétine qui reste, on fait en sorte que ça reste tel, on le protège. Ça se voit que vous n'êtes pas allé vous balader en faculté de médecine, hein. Vous maîtrisez votre domaine. Alors, Méliane? Moi, j'aimerais savoir, en ce moment, sur 10, votre acuité visuelle est à quel niveau? Parce que je sais que vous preniez des aliments. Je suis à 1/10. Vous êtes à 1/10? 1/10, oui. C'est bon, c'est pas bon, 1/10. Donc, vous êtes... Non, bon, 1/10, il est malvoyant. Il est malvoyant. Ah, ok. 1/10, bon, c'est... Quand on chiffre, on va de 10 sur 10 et on descend jusqu'à 0, c'est que tu ne vois pas la lumière, tu ne vois pas l'intensité de la lumière, tu ne vois aucune sensibilité lumineuse. Donc, à 1/10, tu vois les ombres. Quand les ombres, tu vois une silhouette. Tu peux voir une silhouette, tu peux, à une certaine distance,
tu vois une silhouette et tu sais qu'il y a une personne qui est là, ou bien une voiture qui est là, ou bien il y a un objet qui est là, tu sais, mais tu n'as pas identifié véritablement ce que c'est. Il faut que tu te rapportes bien, que tu touches pour voir c'est quel objet, mais c'est quel obstacle qui est devant toi. Voilà, mais ça dépend de l'intensité de la lumière. Plus la lumière est forte, plus tu vois, plus la lumière est faible, plus tu ne vois pas. Alors, en attendant qu'une solution ne soit trouvée, en tout cas, c'est notre souhait, qu'est-ce que vous faites de votre bagage intellectuel? Bon, il faut dire que je fais la médecine ambulatoire. Bon, c'est-à-dire qu'avant que j'ai ce problème-là, j'avais des gens qui me faisaient confiance. C'est la relation médecin-malade. Voilà, donc il y a des personnes que j'ai traitées. J'ai essayé de soulager, voilà, par un diagnostic et puis bon, proposer un traitement qui a marché. Donc c'est ces personnes-là, me connaissant, qui disent que bon, si un tel va le voir, il va t'aider. Bon, d'autres viennent me voir. Bon, enfin de ça, je les aide. Bon, au dehors de ça, bon, j'ai un bagage intellectuel. Je fais d'autres choses. Bon, Josie, bon, il faut dire que l'handicap aussi, c'est un frein, voilà, ça joue. Mais est-ce que ce handicap-là peut vous permettre, c'est-à-dire que si on vous donnait l'occasion de soutenir, de faire votre thèse de mémoire, est-ce que malgré ce handicap, vous pouvez pleinement exercer votre métier de médecin? Si, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Si vous me dites, c'est que c'est possible et si vous arrivez quand même à venir en aide à certaines personnes, à assister des patients, c'est sûr que voilà, on doit vous faire confiance. En tout cas, nous, notre souhait, c'est qu'une solution soit trouvée. Et on ne sait jamais. Vous êtes venu à ce midi. Merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience avec nous. Ce n'est pas terminé parce que vous allez bénéficier tout de suite des sages conseils de notre sage Sissoko. Risque de me répéter, on le retrouve tout de suite. Sissoko, bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour docteur. Bonjour. Permettez que je vous appelle docteur parce que vous le méritez. Allez jusqu'en 7e année. Jusqu'à 7e année de médecine, on peut vous appeler docteur. Moi, je vous appelle donc docteur. Sans oublier qu'il y a eu des temps de pause, les années blanches dues à la crise. Je vais commencer à vous féliciter. Bravo. Oui. Parce que vous avez eu un parcours scolaire très brillant. Ce qui a fait de vous aujourd'hui un médecin. Depuis les classes primaires, secondaires jusqu'au supérieur, vous étiez major. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en second lieu, beaucoup de courage parce que vous ne vous apitoyez pas sur votre cas. Ça aurait été quelqu'un d'autre, une autre personne, dit mais je vois plus clair, je vais chercher un médecin par-ci, un marabout par-ça, etc., etc. Ça risque de vous prendre le temps et le découragement pouvait suivre. Mais vous vous êtes fait confiance, vous dites non, j'ai fait des études en médecine, bien vrai que j'ai ma vue qui a baissé, mais je me sens toujours médecin et je vais continuer mon boulot de médecin. Félicitations, vraiment félicitations, docteur. Je voulais vous dire quelque chose. Il y a un de nos sages qui me disait un jour, comprenez que nous avons deux grandes dates dans notre vie. Il y a la première date qui est quand on est, quand on vit au monde, c'est la plus grande date parce qu'aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, c'est mon anniversaire, Donc c'est une date inoubliable. Et la deuxième date, c'est le jour où vous découvrez que vous avez des capacités, la raison de votre naissance. Et vous, c'est le deuxième cas. Vous avez cru en vous. Je suis né, c'était une bonne date, et vous avez cru en vous, et ce jour-là, c'était le deuxième grand jour de votre vie. Parce que vous dites que j'ai fait des études, je suis médecin. Et vous êtes lancé dedans jusqu'aujourd'hui, vous êtes sur ce bon chemin-là. Félicitations de croire en ce que vous faites. Merci beaucoup, message Sissoko. Voici Ngoro, merci d'être venu sur notre plateau. Et un jour, vous reviendrez ici, dans une période très proche, pour qu'on vous appelle et pour que vous exercez votre métier, aussi noble qu'il soit. Si vous avez un petit bobo, le sage Sissoko, n'hésitez pas à l'appeler. Moi, je vais l'appeler. Voilà, merci.
très rapidement, parce que le temps qui nous est imparti. Un coucou à Tante Genève Wané qui sait mon problème, que de son côté, elle me soutient véritablement. Ah, d'accord. On l'embrasse très fort, cette femme admirable. Merci infiniment. Et voilà, il ne nous reste plus que la dernière chronique de cette émission. On parle de littérature aujourd'hui, c'est mercredi. Retrouvons donc Méliane Cuny. C'est vrai qu'on a eu un cas un peu triste. Et l'œuvre que je veux vous présenter aujourd'hui s'appelle « Soupir d'une âme fêlée ». Et celle qu'il a écrite, elle s'appelle Olivia Koudou. C'est une jeune écrivaine. Elle est juriste de formation. Elle est là, on va la recevoir. Elle est à féliciter, hein, oui. Olivia, parce qu'elle n'est pas à sa première œuvre. Jeanne, venez s'il vous plaît. Elle est à sa deuxième œuvre. De formation. Olivia, bonjour. Ça va, vous êtes installée? Bonjour Caroline, oui. Bienvenue sur le plateau de CMD. Alors, Méliane. Oui, déjà, la première chose, c'est le titre. Soupir d'une âme fêlée. Pourquoi utiliser cette figure de style, en fait? D'abord, c'est une maladresse de style, le pléonasme. D'accord. Je me dis, pour moi, personnellement, que l'écrivain est l'observateur de la société. Donc, cette œuvre est en quelque sorte un miroir pour la société. J'ai essayé de transcrire les douleurs existentielles de notre société. Ouais, c'est bon. De traduire les douleurs existentielles de notre société. Donc, l'œuvre est scindée en deux parties. Donc, la première partie... on pourra constater qu'il y a des cœurs qui transpirent la douleur, le désespoir. Et dans la seconde partie, c'est plutôt l'espérance que j'ai essayé de traduire. Donc, on pourra dire que c'est un pan entre la souffrance et l'espoir. Donc, la douleur qui enfante aujourd'hui l'espoir. Apparemment, c'est vrai que vous êtes jeune, mais vous avez beaucoup souffert. Oui. Vous avez souffert de la disparition de votre père. Oui, assez tôt. Et je l'ai su grâce à votre première œuvre, que j'ai lue avec grand plaisir. Et je dis, quand je regarde cette œuvre, je dis, elle a de l'avenir, cette jeune fille. Merci, madame. Vraiment, je le pense réellement. Merci. Et ensuite, moi, ce qui m'a touchée dans cette œuvre, c'est que vous n'avez pas respecté les principes, on va dire, de la poésie, les alexandrins, les quatrains. Mais elle n'est pas écrivaine de formation, juriste, donc... Non, je ne suis pas écrivaine de formation, c'est plutôt par passion que je suis arrivée aux lettres. Je n'ai pas respecté, comme vous avez pu le constater, parce qu'il fallait sortir des sentiers battus. J'ai voulu faire apprécier la poésie à ces personnes-là qui ont cette connotation péjorative de la poésie. Raison pour laquelle c'est fait volontairement. Olivia, merci beaucoup. Et permettez-moi d'aller faire un gros bisou à une de mes consoeurs qui est là. Elle s'appelle Ama Béatrice. Elle nous vient du Togo. Elle est venue spécialement pour suivre ces midis. Elle est animatrice télé. Béatrice, bonjour et bienvenue sur le plateau de ces midis. Bonjour. Voilà. Et Béatrice n'est pas seule dans le public. Nous sommes avec la Mutuelle pour le développement de Koumoudji. C'est bien cela? C'est vous? C'est vous? Nous avons aussi l'Union des jeunes de Grand Marie. C'est cela? Grand Mori. Ah d'accord. Grand Mori. À l'Institut du président EJ Até Bruno le samedi 17 mars 2018. En tout cas, merci d'avoir été là. Le collège IPS Yopougon. Belle énergie et je me demande si le collège moderne Le Rosier situé à Bobo Avocatier fera mieux. Et le président des élèves, M. Bamba Vamoussa Rahim, merci beaucoup. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est toujours un bonheur de présenter cette émission et de vous apporter des informations et de la joie de vivre. On se donne rendez-vous demain, jeudi, à partir de 12h pour un autre après-midi. D'ici là, restez sur RTI. C'est la chaîne qui rassemble.